Bien, revenons là où nous nous sommes arrêtés à la fois précédente. Donc nous sommes toujours dans le chapitre 2 qui concerne la lecture enfin l'analyse de graphiques et de données. Eh bien ici, dans cette capsule, nous allons un peu plus loin. Là où nous nous sommes arrêtés, c'était vraiment l'introduction à partir de trois grands graphiques assez redondants durant les questions de raisonnement, donc c'est-à-dire les graphiques en courbe, les graphiques en bâtonnet ou dit en histogramme, et pour finir, les diagrammes circulaires, petit diagramme en camembert, bon, appelez-le comme vous le voulez. En tout cas, ce sont les trois grands graphiques que vous allez retrouver durant un examen de raisonnement. Bien sûr, il n'y a pas que ces graphiques-là. On va, durant cette capsule, approfondir la lecture graphique, mais on va avoir des graphiques un peu plus sophistiqués. Enfin, ce n'est pas compliqué, parce qu'une fois que vous avez compris comment il faut les lire, c'est très très facile. Mais c'est juste que, voilà, si vous ne savez pas lire ce genre de graphique, vous pouvez vous tromper sur les données dont vous allez en ressortir. Donc, c'est-à-dire que vous allez lire un graphique, si vous ne savez pas lire correctement un graphique, eh bien vous ne savez pas en ressortir les bons chiffres et les bonnes valeurs, les bons éléments qu'il faut en ressortir, évidemment, et donc ça peut falsifier votre raisonnement et votre réflexion dans vos calculs, etc. Parce que comme je vous ai dit, la première étape, c'est lire un graphique. À partir des données que vous allez récolter à partir d'un graphique, vous allez appliquer les notions numériques, c'est-à-dire faire des petits trucs de mathématiques, des calculs de taux, de ratios, de proportions, etc. Enfin, tout ce que nous avons vu durant le chapitre 1. Et puis, après, vous devez cocher parmi les bonnes propositions en fonction de votre raisonnement numérique, mais dont les informations dépendent de la lecture graphique. Donc lire un graphique, c'est la première étape. Si vous vous trompez, vous ne savez pas lire un graphique, eh bien, tout le reste est effondré en domino, effet en domino, c'est fait, c'est fini, vous perdez vos points, vous avez des points négatifs. Donc voilà, c'est dommage parce que ce serait bête de rater ça parce que ce ne sont pas des questions difficiles. Évidemment, il faut juste correctement lire un graphique et en même temps, il faut appliquer correctement vos notions mathématiques dont nous avons vu tout ça en détail durant le chapitre 1. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un graphique? Bon, un graphique, ça permet de représenter une relation entre les données numériques ou des paramètres non numériques, hein, donc pas forcément, ça ne pas forcément des chiffres. Par exemple, dans un axe, je peux représenter voilà, euh, plusieurs catégories, donc c'est-à-dire jaune, vert, bleu, par exemple la couleur des yeux, évidemment. Donc dans l'axe des abscisses, je mets plusieurs catégories. Donc la catégorie 1 qui est voilà, les personnes qui ont les yeux bruns, la catégorie 2, les personnes qui ont les yeux bleus, la catégorie 3 qui a les personnes qui ont les yeux d'autres couleurs. Donc c'est pas forcément des chiffres, on peut mettre des modalités. Donc rappelez-vous, des modalités, c'était des variables qualitatives, donc c'était des adjectifs, des mots, du vocabulaire, des adjectifs qualificatifs et bon, ou des couleurs. Donc voilà, c'est pas que des chiffres, il y a des modalités qu'on peut retrouver. On a des variables qualitatives qu'on peut retrouver dans l'axe des abscisses. Dans l'axe des ordonnées, un peu la même chose parce que en fait, on va avoir différents types de graphiques où on peut utiliser aussi ces modalités aussi dans l'axe des ordonnées. Rien ne l'empêche, évidemment. Donc, c'est pas uniquement des chiffres, on peut trouver des paramètres qui sont non numériques, donc aussi des couleurs, des classes, aussi des classes d'âge, mais aussi, euh, par exemple, par exemple, des animaux ou plein de choses, donc un vocabulaire, un adjectif, mais pas forcément numérique. Donc, vous voyez, on peut faire tellement de manipulations, tellement de graphiques, que ça devient très 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 compliqué si on voit tous les types de graphiques qui existent dans le domaine de l'épidémiologie et de la démographie. Vous voyez que ça va très loin. Mais ce que là, je vais voir avec vous durant cette capsule, ça va être uniquement euh, être de la matière que pour l'examen d'entrée, évidemment. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Bah oui, c'est pour votre intérêt, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Alors, une chose, conventionnellement, on représente le temps. Parfois, ce n'est pas uniquement des données numériques, mais aussi parfois on représente le temps dans un des axes. Et arbitrairement, enfin, conventionnellement, on le représente dans l'axe des abscisses. Voilà, c'est juste pour information. Mais voilà. En tout cas, ce que vraiment je veux que vous reteniez cette diapositive, c'est que quand vous allez voir un graphique, vous allez voir la première chose,
les axes. Okay, les axes donnent énormément d'informations. Mais vous imaginez pas combien d'informations vous pouvez en retirer à partir des axes. Si vous changez le nom des axes, vous avez d'autres informations et votre graphique, il va signifier par la suite autre chose. Ok, donc c'est pour ça que il faut d'abord lire aussi le titre. Donc premièrement, c'est lire le titre et puis les informations sur les axes. Parce que le titre va vous orienter sur la manière dont vous devez utiliser les informations fournies par les axes. Sinon, ça falsifie tout. Donc, lire l'énoncé, premièrement. Deuxièmement, lire le titre du graphique s'il y en a, ou soit c'est explicitement expliqué dans l'énoncé. Et dernière étape, lire l'axe des ordonnées et des abscisses. Et là, vous avez toutes vos infos. Très simple. Alors, l'axe des abscisses, bon, voilà, je permets de rappeler parce que le vocabulaire, parce que voilà, on ne sait jamais, il y a des gens qui viennent un peu, ils sont un peu touristes quand ils se présentent à l'examen. Alors l'abscisse, ça c'est l'axe des X, c'est l'axe horizontal, l'axe des ordonnées, c'est l'axe des Y, donc c'est vertical. Ok. Et donc tout ça, les graphiques, ça représente une répartition des données. Bon, il y a différents types de graphiques évidemment. Et ça, voici la table des matières de ce que nous allons voir. Mais bon, je dis déjà, donc diagramme à bande horizontale et verticale, ça on a déjà vu durant l'introduction, mais là je vais un peu plus approfondir le concept. Les diagrammes à ligne brisée, les diagrammes circulaires, voilà, ça on en a parlé, les histogrammes, ça représente le même style que le diagramme à bande horizontale ou verticale, sauf que voilà, les histogrammes, les diagrammes à bande, c'est la même chose, mais c'est juste que, enfin c'est pas la même chose, mais souvent c'est confondu à tort. Bon, c'est un manque de précision dans le langage, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'expliquer par la suite. Donc les diagrammes à tige et à feuille, ça je ne vais pas insister parce que voilà, c'est pas pour un examen de raisonnement finalement pour ça. Diagramme à pictogramme, je vais dire peut-être un ou deux mots, mais pas très intéressant. Mais bon, sinon le reste c'est très important, c'est tuyau on va dire. C'est important pour l'examen. Donc les graphiques en courbe, les graphiques en aire, les histogrammes complexes, je vais expliquer pourquoi complexes, et les graphiques en anneau et en secteur. Pour commencer, les diagrammes à bande horizontale ou verticale, en fait, tout d'abord, c'est des diagrammes à bande. C'est ça. Ça, c'est des bandes. Là aussi, c'est des bandes. Ok. Ça, c'est des diagrammes à bande. Alors, les diagrammes à bande permettent de décrire les effectifs observés. Ça peut être de données soit qualitatives ou quantitatives, peu importe. Chaque bande est associée à une valeur ou une modalité. Ça c'est clair, c'est très facile, c'est logique. La longueur de la bande est proportionnelle à son effectif. Ça c'est très important. Évidemment, on ne va jamais vous mettre la hauteur d'une bande qui ne serait pas proportionnelle à sa valeur, à la valeur de l'effectif dont il représente. Parce qu'un graphique, tout d'abord, elle permet de exprimer de manière visuelle la grandeur, enfin c'est pour permettre d'apprécier la grandeur de l'effectif dont elle représente. Au plus la grandeur d'une bande est d'autant plus grande, au plus la valeur dont il est associé ou dont il représente est d'autant plus grand, c'est proportionnel. Ok, donc ça c'est... Visuellement ça facilite la lecture d'un graphique à diagramme. Alors la distance va être la même, blablabla, la largeur, bon, ça on s'en fout parce que vous n'allez pas tracer un graphique durant l'examen, c'est un examen QCM. Donc voilà. Le diagramme doit avoir, alors ça c'est important, le diagramme doit avoir un titre. Évidemment, le titre donne 3/4 des informations et des axes. Ça c'est le dernier quart des informations. Pour pouvoir diagnostiquer et lire correctement un graphique. Et donc, ça doit être identifié selon ce qu'il représente et les bandes doivent être disposées en vertical ou à l'horizontale. Bon, on va voir différents types. Donc là, premièrement, ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des diagrammes à bandes, donc ça, c'est des bandes, mais horizontales. Vous voyez, parce que c'est à l'horizontale. Très facile. Alors, ici, vous avez l'axe des Y et l'axe des X, et l'axe des Y représente plusieurs modalités. Donc, quelle modalité? En fait, c'est le nom de l'équipe. Donc l'équipe A, B, C, D, ici.
Euh, L'axe des abscisses, donc l'axe des x, représente le nombre de points. Et donc c'est 5, 10, 15, 20, etc. Et vous voyez que au plus la bande est grande, au plus la valeur de points est proportionnelle. Donc ça, c'est pas très difficile. Donc on prend ces valeurs-là, donc on extrapole, on essaye de associer pour chaque équipe le nombre de points dont il est associé. Vous voyez que la lecture n'est pas facile. Mais quand vous le transformez sous forme de graphique, visuellement, on a un bon aperçu de la répartition des points accumulés par chaque équipe. Par exemple, c'est un sport, donc chaque équipe de foot, par exemple. Voici une table de valeurs et son diagramme à bande horizontale représente le nombre de points accumulés au cours de la saison de foot, voilà, de 4 équipes différentes. Ok. Là, c'est pas difficile. Maintenant, ici, on va voir vertical, donc voilà. Ici, l'axe des Y représente le nombre de personnes. Après, de quel type de personnes? Il faut lire l'énoncé. L'axe des X, donc ça c'est l'axe des Y, puis l'axe des X, donc l'axe des abscisses, représente le type d'animal, donc plusieurs catégories, donc c'est-à-dire plusieurs modalités, donc oiseau, chat, chien, poisson. Bon, jusqu'à là, j'ai quelques informations, mais je ne suis pas sûr, donc je dois lire le titre. Animal de compagnie des résidents de la municipalité. Tiens, d'accord, mais c'est pas suffisant. D'accord, savoir qu'est-ce que les axes représentent, c'est bien. Lire le titre, c'est bien, mais d'abord lisez l'énoncé. Et l'énoncé, il est là. Donc c'est une enquête qui a été faite sur les animaux de compagnie préférés des résidents d'une municipalité, et voici la table des valeurs, etc. Donc en fait, ici, on a fait une enquête sur plusieurs personnes qui vivent dans une même dans une municipalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On les a interrogés, voilà. Quel animal préférez-vous? Enfin, quels sont vos animaux de compagnie que vous préférez? Alors, il y en a 10 qui vont dire qu'ils préfèrent les oiseaux. Il y en a 20 qui préfèrent les chats. Il y en a 25 qui préfèrent les chiens. 30 les poissons. Enfin, préfèrent le poisson. Bon, ça n'a pas l'air difficile. Mais quand vous n'avez pas cette information, ça peut falsifier un peu la lecture. Donc, on aurait pu croire que voilà, il y a 10 oiseaux dans la municipalité, 20 chats dans la municipalité, 25 chiens dans la municipalité et 30 poissons dans la municipalité. Or, ce n'est pas le cas parce que vous voyez que l'énoncé change notre manière de lire un graphique. Et donc, non, c'est pas le nombre d'animaux dans la municipalité, c'est le nombre de personnes qui ont répondu en faveur de ces animaux-là pour dire que c'était leurs animaux de compagnie préférés. Maintenant, est-ce qu'il y a dans cette municipalité exactement 10 personnes qui préfèrent des oiseaux, exactement 20 personnes qui préfèrent des chats, exactement 25 personnes qui préfèrent des chiens et exactement 30 personnes, donc toujours des résidents de la municipalité, qui préfèrent les poissons? Ben, après, vous voyez, une enquête a été faite sur les animaux de compagnie préférés des résidents. Est-ce qu'on a dit le préféré ou les animaux préférés? Parce que une personne qui va répondre à l'enquête, peut-être qu'il a la possibilité de cocher plusieurs choix. Donc, c'est-à-dire pour une personne, il va dire, bah, en fait, si ça se trouve, bah, l'oiseau, c'est pas mon seul animal préféré. En fait, j'aime bien les oiseaux et les poissons. Donc, c'est-à-dire qu'une même personne peut avoir 2, voire 3, voire 4 préférences. Donc, on n'est pas sûr. Donc, c'est pour ça que l'énoncé reste ambigu parce qu'on ne sait pas en fait, est-ce que c'est un animal préféré pour chaque personne qui répond à l'enquête ou est-ce que c'est plusieurs animaux de compagnie préférés possibles pour un même résident et donc dont on a enquêté sur l'ensemble des personnes qui vivent dans la même municipalité. Donc c'est-à-dire que sur les 10 personnes, qui ont dit qu'ils ont aimé les oiseaux, si ça se trouve, peut-être par exemple, il y en a 4 parmi ceux-là qui ont aimé aussi, qui ont dit que leurs animaux préférés aussi c'était le poisson. Donc ça, on n'en est pas sûr. Donc, donc faites attention dans un examen de raisonnement, bien lire l'énoncé, bien lire le titre, bien lire les axes. Mais bon, parfois l'énoncé n'est pas souvent clair, mais l'examen de raisonnement, justement, l'énoncé va être très très clair. Mais il faudra aussi parfois, si l'énoncé n'est pas clair,
c'est fait exprès, de choisir la proposition la plus juste, la plus correcte entre toutes. Ça aussi, ce sera des choses qui pourraient vous arriver. Et donc dire, il y a exactement 10 personnes qui préfèrent uniquement, enfin comme animaux, animaux de compagnie préférés, 10 personnes qui aiment exactement les oiseaux. Est-ce que c'est vrai? Comme proposition, ben non, on n'en est pas sûr. Si ça se trouve parmi ceux-là, il y en a quelques-uns qui préfèrent aussi également le poisson ou le chien ou le chat, on n'en sait rien. Et est-ce qu'il y a exactement 25 chiens dans la municipalité? Ben non, parce qu'en fait, c'est pas un questionnaire sur le nombre de chiens que chaque résident détient ou le nombre ou c'est-à-dire le nombre de chiens qui est présent dans la municipalité. En fait, ici, on répond juste à un sondage de préférence sur un animal. Donc, c'est pas le nombre d'animaux qui est dans la municipalité, mais juste une préférence d'animal de compagnie. Ok, donc faites attention, donc cette proposition peut être fausse si on vous propose ça comme proposition. Ok, donc il y a plein de variations qu'on peut jouer avec vous quand vous avez des informations qui vous manquent. Donc lire toutes les informations, ça vous empêche de choisir la mauvaise direction, comme pour la lecture d'un graphique. Alors, les diagrammes à ligne brisée, donc ça décrit des données, bon, souvent en général, enfin c'est toujours même, donc des données quantitatives qui évoluent dans le temps, ok, et ça, ce format-là. Donc vous voyez, c'est brisé, ok, c'est le temps. Après, on peut mettre des catégories, mais c'est le temps en général. Et là, vous avez des valeurs. Et alors, chaque point qui est placé selon l'axe des X et des Y, bah, en fait, ça, c'est des vrais points. Ce sont des points où on a récolté une information à un moment précis. D'accord? Et en faisant plusieurs points dans le temps, qui sont des vraies valeurs, hein, qui ont été relevées, eh bien, arbitrairement, voilà, on relie ces points avec une latte, on trace des lignes droites entre les points consécutifs, et c'est arbitraire ça. Donc je vais expliquer le petit piège hein, dans ces diagrammes à ligne brisée, là où je veux en venir, mais juste une chose, donc le diagramme, toujours, lire le titre, identifier les axes. Alors, je vais vous montrer la petite subtilité dans ces diagrammes à ligne brisée. Donc on dit, voilà, par exemple, cet hiver, Charles est un élève de première secondaire, il a éprouvé des graves problèmes de santé. Voilà, déjà on rentre dans un contexte de santé, donc voilà, c'est un peu sympa dans le cadre de l'examen d'entrée de médecine. Donc voici la fluctuation de son poids dans une table de valeurs ainsi que un diagramme à ligne brisée. Alors là, on voit que voilà, au mois de novembre, un jour du mois de novembre, bah, il a pris son poids, donc Charles a pris son poids, il a mis 44. Voilà. En décembre, bah, un jour de décembre, il a pris voilà, son poids 42. Janvier 48, février 46, mars 44, avril 41. Voilà, ça c'est ce qu'il a récolté dans son carnet, on va dire. Et quand il va faire le graphique en diagramme en ligne brisée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'axe vertical, c'est le poids, exprimé en kilos, et l'axe des X, bah, comme je vous ai dit, conventionnellement, il représente le temps. Et donc là, on met des modalités, bah, c'est le temps, hein. Donc c'est pas nécessairement des chiffres, donc vous voyez qu'on peut mettre des mois, des semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3, ou, voilà. Donc c'est des modalités, des catégories, et donc novembre, décembre, janvier, etc. Et donc, il va mettre un par un, donc voilà, 44 kg, 42 kg, 43, 46, 44 et 41. Donc il met des points noirs. Ok? Voilà. Mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit piège dans tout ça. Je vais expliquer. D'accord, ces petits points, ce sont des vraies valeurs. C'est des points où Charles a relevé son vrai poids. Mais entre ces deux points consécutifs, par exemple, durant la période entre novembre et décembre, eh bien, est-ce que, à la mi-période entre novembre et décembre, est-ce que Charles faisait exactement 43 kilos? Eh bien, c'est totalement faux, parce qu'en fait, ces demi-lignes orangées, là, ces segments de droite orangés, en fait,
sont tracés de manière arbitraire entre deux points consécutifs. Donc c'est pas des représentations de la réalité en fait. La réalité c'est seulement les points noirs, mais les traits en orange en fait c'est juste conventionnellement on a tracé avec une latte entre les points consécutifs. Pourquoi on a fait ça? En fait c'est pour avoir un aspect visuel globalement pour voir un peu l'évolution de la croissance du poids en fait. C'est juste ça en fait, c'est pour avoir un aspect visuel de la fluctuation du poids. Mais sinon, pour chaque point, par exemple ici, la mi-période entre janvier et février, on dit qu'il fait 44 kg. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Vous voyez, il faut lire que les points noirs. C'est juste que, voilà, visuellement, ça nous donne un peu un aperçu comment ça monte ou ça descend, si c'est décroissant, croissant, décroissant. Voilà, c'est ça le but de ces petites lignes orangées. Mais les points noirs, ce sont seulement ces points, seulement ça comme information qui sont les vraies valeurs qui sont proches de la réalité. D'accord? C'est ça le petit piège pour la lecture de ce genre de graphique. Et donc, comme j'avais dit, voilà, entre la période entre mi-novembre et décembre, Charles faisait 43 kilos. Bah, c'est pas vrai parce que si ça se trouve, il en faisait plus. Peut-être qu'il en faisait 45. Ou si ça se trouve, il en faisait moins. Il en faisait peut-être 40. Ça, on n'en sait rien. Ok? C'est juste que voilà, on a tracé des lignes droites comme ça avec une latte. Donc si ça se trouve, son vrai poids, si on veut faire une vraie évolution, elle peut être comme ça, voilà. Peut-être son poids évoluer de ce genre-là. Bon, c'est un peu grotesque, mais voilà. On va dire que son vrai poids, c'est la courbe rouge. Et voilà que arbitrairement, on a tracé les lignes oranges entre deux points consécutifs qui sont des vraies valeurs qui ont été relevées durant le mois. Et voilà, c'est tout simple. Donc, j'espère que ça c'est clair. Alors, le diagramme en circulaire, ça c'est facile. Donc, il permet d'illustrer qu'un tout est partagé en parties. Donc, pour un même effectif, on le partage. On l'utilise pour représenter des données qualitatives. Bon, en général. Les caractéristiques, c'est bien chaque secteur est en lien à une valeur modalité représentée par un pourcentage. Et en fait, la portion d'air qui est représentée par le disque, elle est proportionnelle au pourcentage dont il représente. Ok. Et donc l'angle du secteur circulaire représente une proportion de catégorie par rapport au tout. Donc, le tout c'est 360 degrés. La proportion d'une catégorie, ben, c'est un certain degré. Et donc c'est un rapport, ok. Et donc toujours lire un titre, une légende, mais bon, on va rentrer dans le concret parce que voilà, du blabla, c'est pas intéressant. Et donc voilà, on a plusieurs trimestres pour une même année. Et donc on a plusieurs valeurs, par exemple 8,2 euros, 3,2, 1,4, enfin, vous voyez, donc ça représente des sous-effectifs, ok, de l'effectif total. Et en fait, habituellement on représente chaque portion du cercle, enfin du disque, pardon, chaque portion est proportionnelle à l'effectif dont elle représente. Donc vous voyez que 8,2 c'est notamment plus grand que 1,4, 1,2, 3,2. Donc c'est normal que c'est lui qui doit avoir la plus grande portion du disque. 1,2 c'est la plus petite des quatre valeurs, donc c'est normal que ça doit être lui qui doit avoir la plus petite proportion. Et donc, après vous avez les graphiques en anneaux, c'est la même chose que les graphiques en secteur, c'est juste que en fait vous prenez cette partie-là et vous l'effacez, et ça vous donne en fait le graphique en anneau. C'est simplement ça. Donc comment tracer un graphique en anneau? Bah, vous coupez au milieu et voilà. Et vous enlevez ce qu'il y a au centre, mais ça reste la même chose. Et je vais vous le démontrer. Bah, supposons que ça c'est l'angle alpha, ça c'est l'angle bêta. Mais en fait les angles sont assez respectés, donc voilà. Donc ça c'est l'angle alpha, ça c'est l'angle bêta. En fait c'est le même angle, sauf que voilà on efface le centre. Donc voilà, comme ça vous savez comment on lit ces graphiques. En fait lire un graphique en anneau ça revient à lire un graphique en secteur. C'est la même chose. Ok. Et alors
pour convertir l'effectif associé pour chaque catégorie euh, à, à la proportion, enfin au secteur dont il représente, eh bien bon, vous pouvez utiliser ces formules, mais moi j'aime pas trop. Bon, ça c'est dans les bouquins, mais je les aime pas. Moi j'utilise la règle de 3. 360 degrés, ça correspond à quoi? Ça correspond à 100% de l'effectif. Voilà. Et donc, si vous voulez savoir, voilà, par exemple, pour 1%, ça représente combien de degrés? Eh bien, vous faites 360 divisé par 100, 360 degrés divisé par 100 correspond à 1%. Donc, ça représente 3,6. Donc 3,6 degrés correspond à 1%. Et vous faites votre règle de 3. C'est très facile. Hein. J'aime pas le formule ici, mais vous pouvez utiliser ça, c'est beaucoup plus rapide. Ok. Ou vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça en pourcent. Peut-être que si vous avez un effectif total, 360 degrés correspond à un certain effectif qu'on va appeler E. D'accord. Eh bien, 360 degrés divisé par E correspond à l'effectif unitaire. Ok. Très simple. Mais en tout cas, bon, on utilise beaucoup ici cette règle de 3 au-dessus, celui d'en dessous, parce que c'est plus facile avec la conversion d'un secteur sur la lecture en termes de pourcentage. Ok. Alors, voilà, par exemple ici, on a interrogé 160 élèves dans une école de secondaire, donc, oula, mon stylet part un peu, voilà. Donc, je disais quoi? Donc on a interrogé 160 élèves dans une école secondaire au sujet de leur saison préférée. Voici le tableau de distribution des résultats obtenus ci-dessus. Et donc avec les formules de conversion, on peut déduire le diagramme circulaire correspondant. Et donc là, on voit ici, voilà, saison préférée des élèves. Donc déjà lire le titre, c'est déjà pas mal comme information. Alors ici, on voit les modalités, donc hiver, été, automne, etc. L'effectif, c'est-à-dire associé pour chaque saison, et l'effectif total qui est de 160 élèves. Alors, évidemment, c'est la somme des sous-effectifs. La fréquence relative et les angles du cercle dont elle représente. Comment faire tout ça? Eh bien, comme j'avais expliqué, pour trouver la fréquence relative, eh bien, c'était l'effectif associé à la variable divisé par l'effectif total. Donc en fait, les 30% ici, en fait, vous voyez, lire les unités, donc c'est 30%, 15%, 10%, 45%, 100%. Évidemment, les unités sont expliquées dans le tableau. Eh bien, ces 30%, ça vient d'où? En fait, c'est 48 divisé par 160, 48 divisé par 160. Les 15 ici, c'est 24 divisé par 160. Les 10%, c'est 16%, 16 divisé par 160 fois 100, donc c'est 10%. 72 divisé par 160 fois 100 qui me donne 45%. Et 160 divisé par 160 qui donne 100%. Logiquement, si vous additionnez ces pourcentages, ça donne 100% parce que c'est par rapport au même effectif qui est de 160. Donc, vous pouvez additionner ces pourcentages. Alors, pas fini. Alors, comment trouver l'angle associé? Donc ça, c'est la première étape, c'est récolter les effectifs, mettre un tableau, puis convertir en fréquence relative. Mais comment convertir les fréquences relatives en angle pour savoir comment ça correspond sur un diagramme en circulaire? Eh bien, je vous ai expliqué qu'en fait, 1% correspondait à 3,6 degrés. Donc en fait, vous faites fois 3,6 degrés. Et donc, 10 fois 3,6, ça donne 36 degrés. Okay. 30 fois 3,6, ça donne 108. 15 fois 3,6, ça donne 54, etc., etc. 100 fois 3,6 donne 360 degrés. Évidemment, en degrés, degrés,
Et voilà. Ça va? Pas si compliqué que ça. Et donc là, on comprend que ces 45%, ici représentés en jaune, correspond en fin de compte à 162 degrés. Et les 30% ici représentent à 108 degrés. Les 10%, très facile, à 36 degrés. Et les 15%, bon, à 54 degrés. Voilà, c'est pour trouver un peu la répartition du diagramme circulaire. Donc, retrouver la répartition des modalités par rapport à leur pourcentage et les convertir en degrés. Bon, après, parfois on peut vous donner le diagramme circulaire, mais parfois avec des inconnus. Et donc, comment trouver les informations manquantes? Il y a, par exemple, si vous connaissez en pourcentage, voilà, dans un diagramme circulaire 15%, mais bon, vous ne savez pas, par exemple, une information manquante, par exemple l'angle qui va correspondre, bah, au 15 fois 3,6, très facile et vous trouvez. Okay. Après, il y a une autre notion, c'est faire une division successive entre deux fréquences relatives et vous trouvez ça. J'aime pas, personnellement, j'aime pas cette méthode. La meilleure, c'est pour convertir un pourcentage en angle, en degrés, eh bien vous faites x 3,6. D'accord? Et à l'inverse, vous faites diviser par 3,6. Très facile. Je pense que, bon, je le réécris ici pour que ça soit plus lisible. Donc x 3,6 pour trouver en degrés et divisé par 3,6 pour trouver en pourcentage.